Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis ici pour vous expliquer l'apport puis l'intérêt d'une modélisation donc, par équation structurelle en SHS. Je suis doctorante CIFRE en dernière année. Donc c'est un partenariat entre l'IREDU, ici, et puis le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Donc ce sont les pompiers, en fait, qui sont les partenaires de cette thèse CIFRE. Alors pour commencer, je voulais vous présenter un petit peu le contexte de ma recherche, parce que ce n'est pas forcément un milieu qui est très étudié en sciences humaines et sociales. Donc je travaille plus précisément sur la formation initiale des pompiers volontaires. Cette population, elle représente 78% des effectifs, des pompiers en général. Donc les volontaires, ce sont des personnes qui s'engagent en parallèle de leur activité professionnelle. Mais ce n'est pas pour autant un loisir classique. C'est une activité qui est contraignante, qui est exigeante au service de la population. Donc, en général, quand ils s'engagent, ils ne possèdent pas un bagage spécifique pour pouvoir intervenir auprès de la population. Donc, ils ont l'obligation de suivre une formation initiale d'une trentaine de jours pour pallier donc, à cette carence de connaissances. Donc la formation initiale, elle doit s'entendre pas comme une formation initiale qui est un terme traditionnellement utilisé, notamment en sciences de l'éducation, pour désigner les formations. Bonjour. Pour désigner les formations donc, suivies par les élèves avant leur sortie du système scolaire. Là, on est vraiment dans un système de formation interne et spécifique au milieu. Donc, l'objectif de cette formation, c'est donc d'apprendre les bases qui vont être nécessaires aux sapeurs-pompiers volontaires pour répondre de manière efficiente donc, aux différentes situations qui vont être amenées à rencontrer au cours des interventions. C'est une formation qui est organisée en groupe d'apprenants. Donc, on a une dizaine d'apprenants qui sont encadrés avec un ou plusieurs formateurs. Donc voilà, c'était vraiment un bref résumé de ma thématique globale de recherche, du contexte de ma recherche. Et donc avant d'aborder plus spécifiquement l'aspect données, je voulais revenir aussi rapidement sur ma problématique. Donc le sapeur-pompier volontaire qui arrive en formation initiale devient apprenant. C'est un apprenant. À ce sujet, on a dans la littérature plusieurs travaux qui ont été réalisés sur cette population et qui met en évidence une homogénéité de cette population. Donc on a plutôt des hommes, plutôt jeunes, issus des classes populaires, qui ont tendance à s'engager en tant que pompiers volontaires. Mais ce que nous apporte aussi la littérature, au regard du contexte apprenant, du coup, c'est qu'on a plusieurs facteurs internes et externes à l'apprenant qui pourraient suggérer donc une certaine hétérogénéité finalement et une variété d'appropriation de cette formation. Donc au niveau des facteurs internes, la littérature nous a permis d'identifier le rapport au savoir, le sens que l'individu attribue à sa formation et sa motivation dans l'activité formative. Au niveau des facteurs externes, on a essentiellement les groupes d'apprenants et les formateurs. Mais on a un autre facteur externe également qui est lié à l'évaluation, donc qui est réalisée régulièrement au cours de cette formation initiale et qui peut générer des sentiments variés en fonction de la situation de l'individu. Il y a des gens qui sont plus stressés, il y a des gens qui ont du mal à réussir les évaluations à cause de différents facteurs. Donc l'évaluation est un troisième facteur externe qu'on a pu identifier. Ce qui nous a amené à poser une première hypothèse, et c'est celle qui nous intéresse dans la suite de cette présentation, c'est donc que finalement, on a une variété d'appropriations qui émerge de la formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires et cette variété d'appropriation est donc affectée par différents facteurs internes et externes à l'apprenant. Donc au niveau de la méthodologie, c'est une recherche qui est menée au sein du SDIS de la Moselle. Et donc dans mon échantillon, j'avais deux groupes
2 personnes. Donc un premier groupe que j'ai interrogé par questionnaire. Donc là, il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires qui sont toujours en activité, qui ont été récemment formés. Donc j'ai interrogé des personnes qui ont terminé leur formation initiale entre le 1er janvier 2018 et puis mi-2021. J'ai réussi à obtenir 330 réponses. C'est une population qui n'a pas forcément toujours très envie de participer à la recherche. Donc, il a fallu être assez persuasif. Et c'est vrai que le cadre de la thèse CIFRE a été plutôt favorable de ce point de vue-là, puisque le fait que je sois intégrée à la structure a facilité en fait, la prise de contact et puis le nombre de réponses obtenues. Et j'ai un deuxième groupe de personnes donc là, qui a été interrogé par entretien semi-directif. Ce sont des individus qui ont mis un terme à leur formation initiale avant de l'avoir terminée complètement et qui ont quitté donc, le milieu de sapeur-pompier. J'ai pu interroger donc par entretien 42 personnes qui répondaient à ces critères-là. Et pareil, je me suis limitée à des gens qui ont été récemment engagés, donc entre 2018 et 2021. J'ai complété toutes ces données par une série d'observations directes de 16 séances d'observation de formation initiale qui m'a essentiellement permis de bien comprendre le contexte et de bien comprendre comment se passent exactement ces formations. Donc, je me suis en fait basée sur une double méthode, quantitative et qualitative, dans l'objectif d'enrichir mes résultats. Alors, là, on va s'intéresser essentiellement à la vérification de ma première hypothèse, qui implique de comprendre finalement le processus d'appropriation de la formation initiale. Donc, comment finalement ça se passe pour que les gens s'approprient ou ne s'approprient pas la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. Donc, pour commencer, il faut savoir que l'appropriation renvoie à 2 dimensions, donc à savoir la satisfaction de l'apprenant à l'issue de sa formation initiale, est-ce qu'il est content de sa formation, et donc son sentiment de compétence. Pour vérifier cette hypothèse, je me suis basée exclusivement sur les données que j'ai recueillies auprès du premier groupe de mon échantillon, donc les pompiers qui sont toujours en activité et que j'ai interrogés par questionnaire. Donc là, je vous ai fait un petit schéma général de ma première hypothèse. Donc, on suppose que le profil d'apprenant va avoir un effet. Donc, le profil d'apprenant que je mesure à travers le rapport au savoir, le sens attribué à la formation et la motivation dans l'activité formative. Donc, ce profil pourrait avoir un effet sur la satisfaction de la formation et sur le sentiment de compétence. Tandis que l'environnement de formation, donc les formateurs, la perception des formateurs, la perception du groupe d'apprenants et la perception des évaluations pourraient également affecter cette satisfaction et ce sentiment de compétence. Et donc, ces deux éléments ensemble forment l'appropriation de la formation. Et par ailleurs, la littérature a montré que la satisfaction pourrait avoir un effet sur le sentiment de compétence, donc au sein même de l'appropriation. Alors, pour vérifier ce processus, au départ, j'ai commencé par calculer d'abord des scores d'appropriation pour chaque enquêté. Donc, un score pour le sens attribué à la formation, un score pour le rapport au savoir, un score pour la perception des formateurs, etc. Et ensuite, j'avais commencé à faire en fait, des régressions linéaires qui permettaient de vérifier l'effet net des différentes variables dans un raisonnement dit toutes choses égales par ailleurs. Mais finalement, je me suis rapidement rendu compte que ces résultats étaient assez limités puisqu'ils ne me permettaient pas de comprendre le processus d'appropriation en tant que tel, puisque je n'arrivais pas à déterminer comment les différents facteurs que j'avais identifiés, donc le rapport au savoir, la perception du formateur, etc., pouvaient agir sur l'appropriation individuelle, mais aussi, et c'est là où c'était vraiment important, comment ils peuvent interagir entre eux dans ce processus. Je voulais aussi savoir et pouvoir vérifier si finalement les facteurs internes, par exemple, tous ensemble, pouvaient agir sur les facteurs externes ou réciproquement. Donc là, il y a une solution qui s'est présentée à moi, c'est finalement l'analyse des structures de covariance. Donc ça entre dans le cadre de la modélisation de relations structurelles. Et cette technique statistique, elle permet de vérifier donc plus précisément le poids
exercée par chacun des facteurs dans un raisonnement dit toutes choses égales par ailleurs. On est là dans le cadre d'une méthode d'analyse multivariée qui va pouvoir nous proposer des modèles complexes à la fin qui permettent, et c'est là où c'est intéressant, de mettre en lumière des relations, des concepts qu'on ne peut pas observer directement, donc des variables latentes. Par exemple, à travers mon questionnaire, je n'ai pas pu poser de questions directes sur le sens attribué à la formation. Donc c'est une variable latente et cette méthode d'analyse va pouvoir me permettre d'en tenir compte et de les prendre en compte. Donc c'est une modélisation qui va me permettre à la fois de valider des mesures. Donc est-ce que les questions que j'ai posées aux enquêtés, par exemple sur le sens attribué à la formation, se rapportent bien à cette variable latente que moi j'ai identifiée? Mais ça me permet aussi, et c'est là où c'est intéressant, d'étudier toutes les relations qui peuvent émerger entre toutes ces variables latentes que je présente dans mon modèle. Alors concrètement, comment ça marche? Une telle analyse, elle se fait en 4 étapes. Donc tout d'abord, il va falloir construire un modèle théorique qui va inclure les différentes variables qu'on considère importantes, les différentes variables latentes, et on va émettre des hypothèses de relation entre ces différentes variables latentes. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'estimation du modèle. Là, on va aller voir, grâce à un logiciel, on va lui demander à ce logiciel d'estimer notre modèle. Et la troisième étape va consister à analyser le résultat proposé par le logiciel pour vérifier la qualité du modèle qu'on a testé. Là, l'idée, c'est de voir, d'une part, si le modèle, au niveau des mesures, au niveau du modèle de mesure, si les différents indicateurs qu'on a utilisés permettent bien de vérifier, de mesurer nos variables latentes, et ensuite, d'autre part, de vérifier les relations entre les différentes variables latentes. Donc, on veut vérifier globalement si le modèle s'adapte bien à nos données. Ensuite, il y a une quatrième étape, parce qu'il faut quand même le dire, on tombe rarement juste du premier coup. On va ajuster notre modèle pour l'améliorer et faire en sorte qu'il puisse fonctionner avec nos données. Donc, on va modifier les relations entre les variables. On peut supprimer des indicateurs si on voit qu'ils ne sont pas pertinents, par exemple. Donc, au niveau de ma recherche, j'ai commencé donc à la première étape à construire un modèle théorique avec mes variables latentes. Donc moi là, je ne vous ai pas mis les différents indicateurs utilisés pour pas alourdir le schéma. Là, je vous ai vraiment mis les relations que j'ai supposées à partir de la littérature entre les différentes variables latentes que j'ai identifiées. Mais concrètement, par exemple, le sens attribué, j'ai 3 indicateurs qui permettent de le mesurer, enfin, ce que je suppose au départ. Donc voilà à quoi peuvent ressembler. Donc, à ce stade-là, au départ, en fonction de la littérature, j'ai émis l'hypothèse qui a 3 variables exogènes à mon modèle. Donc le sens attribué à la formation, la perception des formateurs et la perception du groupe d'apprenants. Donc ces variables-là, elles ne sont expliquées par aucune autre variable du modèle. Par contre, elles permettent d'expliquer plusieurs variables du modèle. Alors, ensuite, pour l'estimation du modèle, il y a beaucoup d'études qui utilisent l'ISREL. C'est un logiciel qui est très utilisé. Mais personnellement, j'avais envie de faire un peu de publicité pour Jamovi parce que je le trouve très bien. Il permet de faire le même travail que l'ISREL, mais il est plus agréable à utiliser parce que personnellement, je trouve qu'il est facile. Enfin, ça donne envie de l'utiliser plus que l'ISREL, à mon goût. Ensuite, il y a un atout majeur, c'est qu'il est gratuit. Il est basé sur R. Et en cas de difficulté, il y a un forum très actif. J'ai pu trouver facilement de l'aide. J'ai eu des réponses dans la demi-journée à chaque fois que j'étais en difficulté. Il faut savoir qu'il n'est pas installé de base. Si c'est quelque chose, que le module dédié à l'analyse en structure de covariance n'est pas installé de base, il faut l'installer en plus. Voilà, donc je voulais vite fait vous montrer un peu à quoi ça ressemblait sur l'ISREL. Donc au départ, on a notre base de données c'est une présentation qui ressemble un peu à celle d'Excel finalement. On a un tableur. Et puis ensuite, donc on choisit notre module.
Donc, je suis entrée dans les équations structurelles et là, j'ai toutes mes variables qui apparaissent et je n'ai plus qu'à à créer d'abord des variables latentes, donc exogènes ou endogènes, et j'ajoute les différents indicateurs qui m'intéressent pour chaque variable latente. Une fois que j'ai identifié du coup les indicateurs pour mes variables latentes, je peux aller ici et donc déterminer les relations et déterminer les relations entre les différentes variables latentes. Donc on ne voit pas très bien, mais par exemple, le rapport au savoir, je postule qu'il est expliqué par le sens, par le formateur, par le groupe. En fait, j'ai traduit dans l'Israël dans Jamovi, ce que j'avais tout à l'heure schématisé en modèle théorique. Donc ensuite, je vais aller regarder les résultats proposés par le logiciel et m'intéresser à la qualité du modèle qu'on peut donc analyser à partir de différents indicateurs de l'ajustement global d'une part et de l'ajustement local ensuite. Donc au niveau global, quand on fait ce type d'analyse, on commence par regarder le x carré qui doit être le plus petit possible puisque un x carré assez faible va nous indiquer un meilleur ajustement aux données. Ensuite, on va regarder la valeur P, sachant que dans ce type de modèle, il ne faut pas que la valeur P soit significative. C'est mieux quand elle ne l'est pas, puisque le fait que ce P ne soit pas significatif va indiquer qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, qui, elle, considère que le modèle s'ajuste aux données. Ensuite, on a différents indicateurs comme le GFI, le CFI, qui doivent être supérieurs à 0,9, ou encore le SRMR et le RMSEA qui doivent être inférieurs à 0,5. Ça, c'est donc pour le niveau global. Au niveau local, on a les tests de student ou les tests Z qui vont permettre de vérifier si les relations entre les variables sont significatives ou alors si les relations entre les indicateurs et la variable latente sont significatives. Donc la valeur, pour qu'on puisse conserver ces relations, la valeur du T ou la valeur du Z doivent être supérieures ou égales à 1,96 si on se fixe un seuil de significativité à 5%. Donc là, j'ai mes résultats pour le premier modèle théorique que j'ai postulé au niveau de Jamovi. Donc je suis allée regarder au niveau global. Alors pour commencer, on a un premier indice, on a un message d'erreur tout en haut qui nous indique que le modèle ne fonctionne pas correctement. Donc déjà, c'est quand même un signe qu'il y a probablement des modifications à apporter. Par contre, quand on regarde vraiment les indicateurs au niveau global, c'est pas trop mal. L'ajustement est plutôt acceptable. La seule chose qui ne va vraiment pas, c'est qu'on a un P qui est significatif. Donc ça, il faut plutôt l'éviter. Sinon, là, on est bien en dessous de 0,05, c'est ce qui est attendu. Là, on est bien au-dessus de 0,09, c'est ce qui est attendu aussi. Mais on peut probablement mieux faire. Donc, quand c'est comme ça, on peut proposer des améliorations. Avant de les faire, on va déjà regarder au niveau local pour comprendre d'où vient un peu le problème, ce qui pourrait être amélioré. Donc, au niveau local, on a le modèle d'abord de mesure. Donc là, ce sont les indicateurs associés aux variables latentes. Là, on voit qu'elles sont toutes supérieures, les valeurs du Z sont toutes supérieures à 1,96. Donc on peut se dire qu'on peut conserver ces indicateurs pour nos variables latentes. Par contre, au niveau du modèle de structure, merci. Au niveau du modèle de structure, on a plusieurs valeurs qui sont inférieures à 1,96 et donc on ne va pas pouvoir conserver. Par exemple, on voit que la perception du formateur, finalement, elle n'affecte pas le rapport au savoir de l'individu. C'est le deuxième. On a donc une valeur Z qui est à 0,72 alors qu'elle devrait être au minimum à 1,96. Donc quand c'est comme ça, on passe à la quatrième étape et donc il faut ajuster un peu le modèle. Donc pour nous simplifier la vie, les logiciels, et Jamovi en fait partie, proposent des modifications. Alors ces modifications, il ne faut pas les prendre pour argent comptant non plus. Il faut regarder ce qui semble pertinent. Il y a des choses qui sont proposées pour améliorer le x carré, mais qui en fait ne sont pas logiques par rapport à notre recherche à la littérature.
Donc ça reste vraiment des suggestions, il faut vraiment rester cohérent dans les choix qu'on fait. Par exemple, le logiciel là me propose en première modification, il me propose de mesurer la satisfaction à l'aide du score de compétences. Ça améliorerait effectivement pas mal le x carré, enfin ça permettrait de diminuer pas mal le x carré puisqu'il perdrait 21 points, donc ça m'intéresse. Mais par contre, c'est pas logique au niveau de la littérature et de ma recherche tout simplement. Donc on ne peut pas conserver ce choix. Donc j'ai refait un travail d'amélioration du modèle à partir des modifications proposées, puis de la littérature, et j'ai fini par obtenir ce modèle-là, avec, pour le coup, une seule variable qui reste exogène, c'est le sens attribué à la formation. Toutes les autres variables sont endogènes à présent. Et donc ensuite, j'ai retesté ce modèle pour aller voir si, ce coup-ci, ça fonctionnait. Et donc là, on a un modèle qui est acceptable, puisque au niveau global, on est bon au niveau de tous les seuils attendus. Le test n'est plus significatif. Au niveau local, on est bon aussi. Toutes les valeurs Z, pour le coup, maintenant, sont supérieures à 1,96. Le x carré a vraiment diminué. On a des valeurs même très faibles au niveau du RMSEA. Là, on est carrément à 0, donc c'est plutôt bien. On est à 1, il faut être supérieur à 0,9, donc on est plutôt bien au niveau du CFI et du GFI. Donc on peut considérer que le modèle à ce niveau-là s'ajuste bien aux données. Au niveau du modèle de mesure, donc, on peut maintenant que le modèle s'ajuste aux données, aller regarder ce qui se passe au niveau des coefficients de saturation, donc qui vont nous indiquer la corrélation entre la variable observée et la variable latente. Donc là, on regarde les coefficients de saturation standardisés. Et ce qu'on peut voir, c'est que toutes les saturations sont acceptables, puisque la littérature nous dit qu'il est préférable d'avoir des saturations supérieures ou égales à 0,32. Donc on est dans ce cas de figure à chaque fois. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que plus la valeur absolue de des coefficients de saturation sont élevés, et plus la variable, plus la variable observée, donc plus l'indicateur, va contribuer à expliquer la variable latente concernée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que toutes les corrélations donc, observées là sont significatives au seuil de 1%. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du modèle de structure maintenant, donc là on va regarder les coefficients standardisés de régression et on les privilégie car ils vont permettre donc de voir si... on va pouvoir mettre sur le même plan différentes variables qui ne sont pas toujours comparables autrement. Et ça va nous permettre de voir donc quelle variable a le plus d'effet sur une autre. Donc, comme tout à l'heure, plus la valeur absolue est élevée et plus le poids exercé par la variable indépendante, ce coup-ci sur la variable dépendante, est important. Donc un gros coefficient va montrer une relation importante entre les deux variables. Donc ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que le formateur est très important pour expliquer la satisfaction, par exemple, puisque là, on a un coefficient de 0,75, ce qui est assez élevé. À l'inverse, on a le rapport au savoir qui explique finalement très peu la perception de l'évaluation. Alors, ça doit être là, puisque... non, alors attendez, on doit en avoir un autre encore plus bas. Le rapport au savoir explique très peu l'évaluation, puisque là, voilà, on a un coefficient qui est à 0,16. Donc, globalement, à la fin, on peut faire un schéma qui récapitule tout ce qu'on vient de montrer. Donc, c'est un diagramme de chemin. Donc, on retrouve en fait la structure de la schématisation que j'avais faite au départ. On peut y mettre les coefficients de régression standardisés et puis les coefficients de saturation pour les indicateurs. Donc là, vous avez à chaque fois les indicateurs pour les variables latentes concernées avec les coefficients de saturation. Et vous avez donc les relations entre les différentes variables latentes avec
les coefficients de régression standardisés. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble du processus finalement d'appropriation de la formation chez les pompiers volontaires. Et on peut notamment comprendre que finalement, le sens attribué à la formation, donc qui était la seule variable exogène du modèle, et la perception du formateur sont vraiment essentiels pour l'appropriation de la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires. Parce que si on regarde, ce sont eux qui ont les plus gros coefficients de régression, par exemple. Donc là, on a 0,75, là, on a 0,56, etc. Donc ce sont ces deux variables latentes qui sont vraiment essentielles dans la formation de pompiers volontaires. Les pompiers ont besoin de comprendre à quoi sert leur formation, pourquoi ils viennent. Et les formateurs constituent les interlocuteurs privilégiés en fait, des pompiers en formation, puisque j'ai pu observer que finalement, il y avait très peu d'interaction entre les apprenants entre eux. Et donc, c'est ce qui explique en partie l'importance du formateur dans les résultats. On a pu observer, grâce à ce modèle-là aussi, un effet de transit. C'est-à-dire que le sens attribué à la formation, par exemple, va affecter la satisfaction à l'issue de la formation initiale, mais en transitant par la motivation. Le sens attribué à la formation n'affecte pas directement la satisfaction, par exemple. Et du coup, quand on regarde comme ça, on voit que tous les facteurs qu'on avait pu identifier, que ce soit les facteurs internes, donc liés au profil d'apprenant, ou les facteurs externes, donc liés à l'environnement de formation, ont un effet sur l'appropriation individuelle de la formation initiale et sur ces deux dimensions, donc à la fois la satisfaction et le sentiment de compétence. Et on a pu répondre à une autre question qu'on se posait, c'est-à-dire que finalement, les facteurs internes, donc les trois là-haut, agissent systématiquement sur les facteurs externes au sein du processus d'appropriation sans que la réciproque soit vraie. Donc finalement, quel est l'intérêt de ce type de modélisation? C'est un modèle qui va nous permettre de comprendre le processus dans son intégralité, le processus de l'appropriation de la formation des pompiers volontaires. C'est un modèle qui nous a permis d'apprendre des variables latentes donc, que je ne pouvais pas mesurer directement, ce qui arrive assez fréquemment, je pense, en SHS. Et c'est une modélisation intéressante dans la mesure où elle m'a permis de vérifier à la fois la pertinence des indicateurs que j'avais retenus pour mon analyse et les relations entre les variables latentes. Et enfin, c'est un modèle intéressant dans la mesure où il permet de mettre en évidence justement l'effet de transit, puisqu'on peut voir que s'il y a des variables qui n'ont pas d'effet direct, ça n'empêche pas qu'elles puissent avoir un effet indirect en transitant par d'autres variables. Ce qu'une régression classique ne m'aurait pas forcément permis de faire de la même façon. Et ben voilà, on est arrivé au bout, je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline. Alors, est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation? Alors j'en aurai beaucoup, donc je vais peut-être envoyer le détail et tout sur votre adresse mail, mais je vais me concentrer sur les choses les plus importantes, je pense, notamment parce que le public est assez doctorant. Il manque peut-être un cadre théorique, donc c'est plus un commentaire, c'est-à-dire que certes, il y a une littérature pertinente, mais il manque un cadre théorique et c'est assez important parce que pour publier, on va vous demander quelle est votre contribution. Alors on voit la contribution méthodologique, on voit la contribution pratique, mais la contribution théorique, à quelle théorie vous contribuez, par exemple, c'est plus délicat. J'ai fait le choix de ne pas le mettre ici parce que on se concentrait sur les données, mais j'ai toute une part, j'ai 150 pages de revue de littérature. C'est super alors. Mais merci. Une autre question, toujours qui est très générique, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Alors c'est très bien utilisé de la méthode mixte, à savoir vous utilisez à la fois du quantitatif et du qualitatif. Quelle utilisation vous avez fait de ces données qualitatives? Et est-ce que c'est convergent avec ce qui apparaît dans votre analyse des données quantitatives? Oui, alors en fait, j'ai fait ce choix-là parce que je voulais interroger des personnes qui avaient quitté le milieu pompier. Et donc, au vu des effectifs et de la façon dont je pouvais les interroger, l'entretien s'avérait plus logique, plus adapté. Et donc, j'ai interrogé ces personnes-là essentiellement pour détecter s'il y avait une sélection informelle en formation initiale.
C'est-à-dire, c'est des gens qui réussissaient les évaluations, parce qu'il y a des évaluations à la fin de chaque module, il y a 5 modules à suivre. Ils réussissaient les évaluations des modules qu'ils ont suivis, mais par contre, ils partaient quand même. Donc, pourquoi ils sont partis? Est-ce que c'est lié à la formation? Est-ce qu'on a eu une sélection informelle à un moment donné, liée au genre ou aux difficultés de concilier avec un emploi parallèle, par exemple? Donc, j'ai travaillé ces données-là sur ce point de vue-là. Mais par contre, il y a quand même des résultats qui ont pu converger, notamment au regard de l'importance du formateur. Parce qu'au cours des entretiens, c'est des personnes qui m'ont aussi expliqué toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer avec les formateurs. Il y a un problème au niveau des formateurs chez les pompiers volontaires. Ils sont eux-mêmes très peu formés, ont des pratiques qui sont parfois pas tout à fait adaptées. Et il y a des gens qui partent pour ces raisons-là. Donc, si vous voulez, on arrive à faire des liens sur ces points-là, par exemple. Voilà. D'autres questions? Alors, à défaut, je vais en poser, hein. Allez-y. Alors, quand vous avez fixé à 330 votre échantillon, est-ce que c'était, une cible à atteindre, avec un échantillonnage, pas un échantillonnage, mais une analyse de puissance a priori? Et par ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur le taux de retour. Est-ce que c'est toutes les Ouais. personnes interrogées ont répondu? Quelle est la forme d'échantillonnage aussi? Est-ce que c'est aléatoire? Alors, je m'inscris dans une thèse CIFRE. Donc, quand j'ai construit ma population, c'était tous les gens qui étaient toujours qui ont terminé leur formation initiale entre 2018 et 2021. Ça représentait à peu près 450 personnes sur le département de la Moselle. Donc, le questionnaire a été envoyé à toutes ces personnes-là. Et j'ai reçu 330 réponses, ce qui est un bon taux de réponse, mais sachant que j'ai parfois dû insister pour avoir suffisamment de réponses. C'est une population qui n'est pas toujours encline à participer aux recherches, mais le fait que je sois dans la structure a quand même permis d'avoir un taux de réponse plutôt bon. Ça peut rassurer les doctorants qui sont dans la salle. Souvent, quand on relance, on a des insultes, mais c'est normal. Oui, c'est ça. Hem, une question que je me pose aussi, c'est par rapport à vos p-values. Quelle est la puissance statistique, mais a posteriori? On peut la calculer a priori pour fixer la taille de l'échantillon. Ouais. Une fois qu'on a nos résultats, on peut calculer aussi, un bêta, une puissance statistique, mais a posteriori. Et est-ce que si vous l'avez fait, c'est de combien en fait? Pour voir en fait si vos p-values sont aberrantes, mais pour des bonnes raisons, quoi. Ouais, ben, en fait, j'avoue que je ne l'ai pas fait. D'accord. Je ne sais pas du tout. Un autre, quelque chose qui est demandé aussi en sciences de l'éducation, parce que c'est là-dedans que vous inscrivez, Oui, c'est de corriger les p-values pour prendre en compte les faux positifs. Est-ce que vous l'avez non. fait? Alors là, vous avez procédure de Bonferroni à Oui, utiliser. C'est demandé en sciences de l'éducation parce que je suis d'accord. Ouais. réviseur pour ce type Oui, de oui, revue oui. parfois, C'est hyper intéressant ce que. Ouais. et on vous demande soit d'utiliser du Bonferroni, soit du, Beniamini, Écoutez-li ou quelque chose comme ça. Donc D'accord. c'est J'irai toujours, regarder. Oui. mais je vous Oui, enverrai je le veux bien. mail. Alors je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Non, il n'y en a pas. Ah, si, il y a Marion. Alors, un autre élément aussi, mais, on est obligé de le mettre par convention, le qui 2. Le qui 2, Ah il faut oui, pas trop s'y fier, en fait. C'est-à-dire que oui, généralement, il a été assez oui, critiqué, oui, je sais. donc c'est vrai que tout le monde le met, Oui, tout le monde l'interprète alors que j'ai envie de dire, ça le représente pas CSFI et grand-chose. SMR, Oui, R, SMRMR, oui, je crois, c'est peut-être c'est l'idéal. plus fiable. Oui, C'est beaucoup plus fiable. oui, oui. Au niveau du modèle de mesure, on ne voit pas grand-chose sur vos présentations là. Vous avez utilisé quoi en termes de modèle de mesure? Comment vous avez vérifié la validité, la fiabilité? C'est ça ma question. Alors moi, au départ, avant de faire mon analyse en structure de covariance, là, j'ai déjà fait en fait des analyses factorielles pour vérifier ce qui pouvait convenir ou pas. Et donc, si vous voulez, les indicateurs que j'ai intégrés dans mon modèle là, je savais plus ou moins que ça allait passer puisque j'avais déjà vérifié en fait la pertinence des indicateurs au départ. Voilà. Vous avez utilisé l'alpha de Cronbach par hasard? Non, j'ai fait une analyse factorielle euh, confirmatoire. D'accord. Souvent, c'est demandé l'alpha de Cronbach, même s'il est pas Ouais. pertinent, Non, c'est demandé, hein. oui, d'accord. Il était plutôt faible? Oui. D'accord. Sur la motivation, vous avez utilisé quelle échelle de mesure? Après, je laisserai la parole à Marie parce que peut-être qu'elle a plein d'autres questions. En fait, j'ai utilisé une échelle de mesure qui a déjà été utilisée en fait dans le cadre d'une autre thèse par Marielle Leménaire à D'accord. l'IREDU. Et donc, j'ai détaillé la motivation en quatre types de motivation. La motivation intrinsèque,
la motivation identifiée, externe et amotivation. Ah oui. Voilà. Et la motivation, ça dit quoi? Parce qu'elle n'apparaît pas Alors sur la, le mo- détail. la motivation, elle n'était pas pertinente du coup. En fait, je pense que c'est une population qui est très motivée, donc on ne trouvait pas de la motivation, donc ça ne fonctionnait pas au niveau des indicateurs, c'était pas pertinent. Alors ça, c'est classique, à mon doctorat Oui, qui est juste derrière. La motivation est inversement corrélée c'est généralement ça. quand c'est des gens motivés par le secteur. Voilà, Donc généralement, il faut la sortir, mais c'est toujours intéressant parce que c'est des gens qui font leur métier, on va dire, de façon forcée. oui, Par exemple, dans les crèches, souvent vous avez des gens, ils font ça parce qu'ils peuvent rien faire d'autre, et donc oui, du coup, c'est pas super quand on laisse nos enfants. c'est ça. Mais chez les pompiers, des à motiver, je crois que des gens qui font ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire quand ils sont volontaires. C'est ça, c'est en tant que volontaire, on n'y reste pas si on n'a pas Mm. envie en fait. Donc voilà, la motivation n'était pas très pertinente, quoi. Ok, merci. Marie, peut-être. Euh, Merci déjà pour votre présentation. Si je comprends bien, vous n'avez pas utilisé la motivation. Oui, Oui, non. vous ne Bah, en fait, l'avez je pas l'ai utilisé. exclu. Il est calculé, mais c'était vraiment pas pertinent, donc il a été exclu en fait. Ah, d'accord. Oui. Merci. Ouais. Oui. J'ai une question plus générale et ça s'adresse à tout à l'heure. Quand on commence une recherche comme vous l'avez faite, pourquoi privilégier d'emblée équation structurelle par rapport à un modèle PLSM? Qu'est-ce qui va guider le choix de l'un ou de l'autre, ou le fait de faire l'un et l'autre dans la réflexion et dans la logique de prouver quel type de résultat? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a tellement de manières de procéder. Et quelle est la plus-value de l'un et de l'autre? Ou quels sont les objectifs qui vont être différents entre l'un et l'autre? Bon, c'est une question naïve, hein, bien sûr. Alors personnellement, en fait, je me suis intéressée aux différentes analyses possibles, aux différentes modélisations possibles. Et puis, je suis très vite tombée sur ce type de modélisation et je me suis donnée à fond et je voyais que c'était assez pertinent pour mes données. Donc, j'avoue que je ne suis pas allée forcément chercher beaucoup d'autres types de modélisation pour pouvoir répondre. Donc, je ne saurais pas forcément répondre à la question. Peut-être un élément de réflexion sur cette question-là. Ça dépend, je pense personnellement, beaucoup plus de la revue visée actuellement. À savoir, si vous avez Joseph R comme éditeur en chef, il promeut largement les équations structurelles avec une estimation PLS. Je pense que j'utiliserai PLS d'emblée. En système d'information, pareil. Par contre, si on veut faire ça rigoureusement, ça dépendra de l'analyse de puissance, ça dépendra du nombre de données, de la distribution des données, entre autres. Ouais, parce que moi, je me posais la question s'il n'y a pas des effets de mode. Parce que pendant, il y a jusqu'à 10 ans, je récupère les équations structurelles, et puis tu es arrivé PLSM qui a pris un peu le pas dans beaucoup de renouvellement un peu des approches. Et à d'autres niveaux, par exemple, on voit qu'on a du mal à faire certains types de mesures lorsqu'on fait de la segmentation, tout ça, quand on utilise PLSM, parce que c'est pas l'objectif, c'est de faire tenir un modèle qui tourne. Et dès qu'on veut sortir l'importance ou autre des données, on est obligé de revenir à des données antérieures. Donc c'est pour ça que c'est la question qui se pose, et qui doit intéresser aussi les doctorants, c'est qu'effectivement, il y a le modèle d'analyse que tu as très bien dit tout à l'heure, mais il y a aussi vers quel type de résultat je veux aller. Est-ce que c'est prouver un modèle qui tourne pour lui-même, ou est-ce que c'est pour utiliser les données pour faire d'autres analyses supplémentaires que faire tourner un modèle, quoi. Et le sens même du traitement, à mon avis, est important. Pour ça, vous dites, vous êtes rentré dans un logiciel, mais on pourrait faire la critique, mais pourquoi celui-là et pas celui-là, quoi. Et c'est vrai que parfois on utilise les statistiques comme une cuisine qui va tourner parce que c'est nous le chef cuisinier, quoi. Mais globalement, je pense que la question doit se poser d'emblée au moment où on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut comprendre ou mieux expliquer, quoi. Et Après, là, je suis pas assez spécialiste statisticien, quoi. Après, mon modèle, il tourne, mais je suis un peu confortée dans mon choix quand je vois les résultats que j'ai eus avec mon autre échantillon, c'est-à-dire que les entretiens confortent quand même plus ou moins ce que j'ai trouvé là. Donc finalement, c'est que mon modèle était assez pertinent par rapport à mes données, quoi. Voilà. Bon, non, je vais pas poser trop de questions, j'espère pas. Après, j'étais pas là quand vous avez voilà, la Oui. fin des résultats. Donc, s'il y a des questions qui ont déjà été Oui. posées, vous me dites. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé vers le modèle. Peut-être vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas bien compris. Le modèle d'équation structurelle. Bon, après, je vous laisse répondre et puis je poserai une autre. En fait, comme je voulais comprendre le processus vraiment d'appropriation de la formation initiale,
j'avais besoin d'un modèle qui me limite pas trop. Et c'est vrai que ce type de modèle me permettait de vérifier à la fois la pertinence des indicateurs par rapport à mes variables latentes. C'est un modèle qui me permet aussi d'intégrer des variables latentes, du coup, que je n'ai pas pu observer. Et en même temps, je pouvais voir toutes les relations qui émergeaient entre toutes ces variables latentes. Donc, c'était vraiment le modèle le plus complet que j'ai trouvé pour vérifier mon hypothèse, en fait, de processus global. D'accord. Et une autre question, c'est par rapport, vous avez fait une première analyse et vous avez trouvé des résultats différents. Oui. Et vous avez dit, il faut que vous devez améliorer M'améliorer, pour avoir. oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir des résultats différents je me dis peut-être de ce qu'on trouve dans la littérature, je ne sais Oui. pas si c'était par rapport à ça, est-ce que c'est bon, après dans votre domaine, vous me direz, hein, parce que tout c'est toujours. Est-ce que c'est mauvais en soi le fait d'avoir ces résultats, voilà, En fait, si c'est pas mauvais différents? du tout en soi. Le truc, c'est que la littérature, elle est foisonnante. En plus, il y a très peu de littérature sur les pompiers en eux-mêmes, il y a quasiment rien. Donc, je suis obligée de partir sur de la littérature qui est dans d'autres domaines. Donc, je fais des hypothèses en me disant, bah, ça doit être pareil chez les pompiers, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui ne se vérifie pas forcément. Et dans mon deuxième modèle que j'ai proposé, le modèle amélioré, entre guillemets, je suis nouveau repartie de la littérature en prenant d'autres options en fait, dans la littérature et en utilisant aussi les résultats que j'avais obtenus. Mais la littérature est tellement foisonnante et il y a tellement peu de choses sur les pompiers en eux-mêmes que voilà, j'avais peu de chance de tomber juste en fait, du premier coup. D'accord. Et il y avait quelque chose qui venait, c'est reparti. Voilà. Est-ce que, parce que vous avez parlé puisque ce sont des enquêtes, vous avez mis des questionnaires et tout, vous avez parlé de perception. Oui. La perception de l'environnement. Oui, voilà, de formateur. du formateur. Est-ce qu'il y a aussi la perception de celui qui est formé? Après, je vais vous poser, voilà. Oui, parce qu'en fait, le questionnaire, je l'ai adressé aux apprenants, aux sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, je ne pouvais pas mesurer le formateur, puisque ce n'est pas une mesure objective du formateur que j'ai faite, c'est vraiment à travers les yeux des apprenants. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de perception. C'est comment eux ont perçu leur relation au formateur, par exemple. D'accord. Et est-ce qu'il ne pourrait pas avoir aussi un biais de déclaration dans... Oui, alors, non, mais tout à fait. Il y a des biais dans ma recherche, et notamment le fait d'avoir fait du quanti et du quali, ça a permis d'en mettre en évidence certains, puisque les pompiers toujours en activité, donc ceux qui ont répondu par questionnaire, on se rend compte qu'ils ont du mal à déclarer les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Tout va bien chez eux. Alors qu'à l'inverse, ceux qui ont été interrogés par entretien, donc ceux qui sont partis de chez les pompiers, ont été peut-être plus sincères, puisque ce qu'ils ont pu dire, je le retrouve dans les observations que j'ai pu faire. Donc on a un biais au niveau des questionnaires. Effectivement, tout va bien dans le monde merveilleux des pompiers. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé une autre façon de pouvoir contrôler ce biais, parce qu'il y a des questions qui peuvent amener des salariés à vraiment être un peu, on va dire, plus objectifs dans leur déclaration? Oui, alors c'est pour ça que j'ai retenu en indicateur les questions qui me paraissaient les moins biaisées et celles où ils pouvaient répondre le plus sincèrement possible. Les réponses où j'ai eu systématiquement 98% de personnes trouvaient que c'était hyper satisfaisant, j'ai exclu en fait de mon analyse parce que c'était pas pertinent, c'était pas possible. D'accord. Mais est-ce que vous aviez aussi un moyen, peut-être, disons oui, 98% sont satisfaits, mais est-ce qu'il y avait un moyen de contrôle, de savoir pourquoi? Est-ce que ces personnes, s'il y avait d'autres paramètres qui pouvaient amener ces personnes à déclarer... Oui, mais en fait, si vous voulez, ça s'explique chez les pompiers par la hiérarchie. C'est des gens qui sont tout en bas de la hiérarchie et qui n'ont peut-être pas très bien compris la position neutre que j'ai et qui avaient peur en fait de représailles de leur hiérarchie. Donc, ils n'osent pas forcément relater les problèmes. Et c'est pour ça que les gens qui sont partis sont plus loquaces sur le sujet, puisqu'ils ont le sentiment de ne plus rien risquer. D'accord, ok. Merci. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou...